Bienvenue à toutes et à tous. Marhaba bikoum. Hello everybody. Bienvenue à notre atelier Promouvoir l'emploi durable en Afrique. Cet atelier est le troisième de suite de ce genre et qui entre dans le cadre toujours du cadre de votre projet Umoja. Umoja, c'est le projet qui vise à appuyer l'entrepreneuriat vert en Afrique à travers une série de webinaires, formations, vidéos et sensibilisation. Ce programme Umoja vous a été créé et vous a été proposé par TCSE et Zélie Gévrat. Ce projet est soutenu aussi par IVOS. Vous pouvez suivre Umoja sur la page Facebook IVOS, où vous pouvez accéder à tous les événements, le planning, des formations et plus d'informations sur le projet. Vous pouvez vous intégrer aussi, pour les personnes qui n'en l'ont pas encore fait, vous pouvez vous intégrer à une communauté de jeunes issus de différents pays d'Afrique avec des points communs. C'est l'intérêt pour l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat vert, une communauté qui veut voir un contexte africain plus respectueux envers l'humain et son environnement. Juste un petit rappel de ce qui s'est déroulé dans les formations précédentes pour les personnes qui n'ont pas assisté avec nous. Nous avons parlé dans un premier lieu sur l'entrepreneuriat vert et comment l'innovation passe au vert en Afrique. L'atelier 2, c'était une autre formation sur la thématique, la nouvelle ère de l'entrepreneuriat social et comment ces modes d'entreprendre qui sont innovants et qui donnent une importance sur les valeurs humaines et s'intéressent à l'entrepreneuriat qui cherche à non seulement avoir un profit économique, mais aussi à avoir un impact social, créer le changement aussi. Donc, pour les personnes qui ont raté ces ateliers, vous pouvez les revisualiser sur notre chaîne YouTube Umoja, où vous pouvez trouver les enregistrements des sessions précédentes, les vidéos liées au projet Umoja aussi. Je suis Mohamed Rachem et j'aurai l'honneur d'être un modérateur pour cet atelier. Je serai à votre disposition pour modérer cet atelier. Nous sommes heureux, mais vraiment heureux, du nombre des participants de chaque session. Nous aimerions vraiment vous entendre tous. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager les commentaires et nous vous invitons aussi à partager sur même la page Facebook les articles, des exemples, des commentaires, ce que vous voulez. Et en ce qui concerne les sujets liés aux formations du thématique projet Umoja. Pour cela, utilisez maintenant la partie discussion où vous pouvez insérer vos questions et vos interactions. Nous attendons aussi des questions à propos de la formation. Si vous avez des commentaires, des interventions, des opinions, etc., n'hésitez pas à partager avec nous, mais seulement en écrivant sur la partie discussion. Malheureusement, on ne peut pas interagir directement avec tous les participants. Donc, utilisez juste la partie dédiée de messagerie. Nous allons aussi noter toutes les questions posées tout au long de la formation et les poser à notre formateur après. Et c'est à lui d'essayer de répondre à toutes les questions posées. Nous attendons vraiment vos interactions, vos commentaires et vos questions. Autre chose, juste avant de commencer, veillez à garder vos micros off, s'il vous plaît, pour tout ce qui est technique et son, etc. Donc, veillez vos micros off et merci à l'avance. Nous avons également, comme l'habitude, des attestations pour vous, chers participants. Ces attestations qui seront accordées aux personnes qui ont assisté tout au long de la formation. Donc, pour cela, vous allez nous envoyer vos noms et prénoms, chers participants, à la fin de la formation et l'équipe va noter tous vos noms, prénoms, vos emails, etc. Et elle va vous envoyer les attestations sur vos boîtes mail, bien sûr. Donc, je vais juste vous rappeler de nous envoyer vos noms et prénoms juste à la fin de la formation. Donc, s'il vous plaît, juste à la fin de la formation, nous allons noter vos noms et prénoms. N'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un petit rappel, tout ça. Donc,
En ce qui concerne maintenant, donc s'il vous plaît, gardez ces 3 points. C'est juste les micros, la partie questions sur la partie discussion et les attestations dont je vais faire un rappel juste à la fin de la formation. En ce qui concerne le déroulement de la formation, pour le moment, donc nous aurons une intervention de 1h15 de formation. Donc le formateur, notre cher formateur, va avoir 1h15 comme durée de la formation. Puis il y aura une petite session discussion, partie questions-réponses, plutôt que discussion. C'est une partie où nous allons reposer vos questions et le formateur va essayer de nous répondre. Donc, n'attendez pas la fin de la formation pour envoyer vos questions et vos commentaires. C'est au fur et à mesure, avec l'avancement de la formation, avec les étapes de formation, avec le contenu, essayez de poser vos questions. Si vous avez une demande d'explication, une question à propos de ce qui a été dit, etc. Donc, le formateur va vous répondre à la fin et on veillera à répondre à toutes les questions. À ce stade-là, je voudrais vous présenter notre formateur, notre cher formateur, afin que nous puissions entrer directement dans le vif du sujet. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Adnan Adioui, président du Moroccan SAIS, MSAIS, c'est le Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship, et aussi Ashoka Fellow. Il est formateur, accompagnateur, consultant, programme manager, ce que vous voulez. Il est très actif avec les entrepreneurs qui veulent créer un changement, se spécialise à l'innovation sociale et le social entrepreneurship. Monsieur Adnan Marhbabik, bienvenue Monsieur Adnan. Moi, la dernière session, j'ai promis à nos participants d'avoir une surprise pour le troisième atelier. Et je pense que vous allez voir cette surprise qui est Monsieur Adnan. Monsieur Adnan, j'ai l'honneur de vous rencontrer encore une fois. C'est la surprise pour aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez, Monsieur Adnan, nous emmener vers l'exploration de nouveaux horizons, comme d'habitude. Sans plus tarder encore, Monsieur Adnan, je vous cède la parole. The floor is yours. Non. Merci, Mohamed. La dernière fois, ça fait 1 an exactement qu'on s'est vu. Alors, c'est toujours un plaisir. Et comme tu me connais, j'ai fait toujours les choses de manière différente, à l'envers. Donc, quand tu me dis the floor is yours, je le prends de manière littérale. Et donc, c'est the screen is yours. Alors, pour que cette session soit le plus utile possible, moi, j'aimerais bien commencer par la fin. On va prendre 2 petites minutes. Je sais qu'on a une centaine de personnes donc, un peu partout d'Afrique. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Quels sont les sujets que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez discuter? Parce que l'approche centrée sur les besoins, c'est ce qui fait qu'un projet soit réussi. N'est-ce pas, Mohamed? Tu confirmes? Très bien. Donc, utilisez le chat, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 2-3 minutes, as much as possible. Pour que ça soit le plus interactif possible, à 100, ça va être compliqué en ligne, mais we have to manage. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui? Quels sont parce que je ne connais pas le profil des participants, donc je n'ai pas vraiment d'idée sur les problématiques. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est très ouvert. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quels seraient les sujets dans cette question d'emploi durable que vous voulez qu'on atteigne? Quelles sont les problématiques que vous voulez qu'on discute? Donc, vraiment, l'étude de Flow is Yours, parce que l'interactivité, c'est la clé de la réussite et la proactivité. Et si Corona, parce qu'on ne peut pas ne pas parler du Covid, parce que si Covid est là, c'est pour nous apprendre à être agiles. Donc déjà, il y a déjà 2 questions qui viennent, très bien. Avec 5 questions, je commence. Donc déjà, il y en a 2, donc on prend 2 autres. Ok. Très bien, ok. Ok, alors, je vais commencer par ces questions-là, les autres peuvent venir au fur et à mesure. Alors, donnez-nous une idée sur les emplois verts en Afrique. Alors déjà, quand on parle d'emplois verts, ce n'est pas que quand tu fais de l'environnement, c'est-à-dire tu fais de l'emploi vert.
parce qu'il faut savoir que même si tu fais de l'énergie électrique, mais tu consommes toujours de l'énergie. Alors, donc, et c'est pour ça que je préfère parler de clean energy, c'est-à-dire les emplois propres ou les emplois durables. Donc, c'est très important à développer des modèles économiques de projets qui permettent soit d'être neutre carbone, d'avoir une empreinte neutre, ou pourquoi pas d'avoir une empreinte négative, c'est-à-dire que en fait, vous ne consommez pas. Donc, premier vraiment niveau pour moi, c'est de faire la différence entre faire un projet en énergie, clean energy, ou énergie verte, ne veut pas dire forcément que c'est sustainable. Alors, après un point qui est très important, c'est sur les questions de déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par un sustainable job? Alors, sustainable job, on peut avoir sustainable dans le sens durabilité, c'est-à-dire que ce soit un emploi sur la durée, continue. Maintenant, nous allons vivre une récession mondiale, sauf la Chine. Et donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'emplois qui seront détruits. Et donc, la nécessité de créer et de réhabiliter de nouveaux emplois. Donc, c'est très important de connaître les marchés, de connaître les différents besoins. Donc, maintenant, la tendance, c'est l'hydrogène. Tout le monde parle des voitures hydrogène parce que c'est le new frontier. Mais l'hydrogène, s'il n'y a pas de la capacité de stockage, en fait, on ne pourra pas arriver à créer cette solution. La substantiation des énergies fossiles avec des énergies vertes, des énergies alternatives, avec un mode de transmission durable peut permettre de pouvoir répondre à une problématique de sustainability. Alors, en Afrique, déjà l'Afrique, c'est une cinquantaine de pays, les contextes sont très différents. Il y a des pays qui ont une politique de promotion directe des énergies et de la transition énergétique, comme le Maroc. Il y a des pays comme le Nigeria qui dépendent, et l'Algérie, qui dépendent fortement de gisements pétroliers et de gaz, et des pays qui développent de l'inclusion numérique, qui développent des métiers alternatifs comme le Rwanda ou d'autres. Et donc, c'est très important de savoir que ces différents pays ne sont pas les mêmes. Alors, on peut aller par exemple en Côte d'Ivoire ou au Ghana, on va parler de plantation de cacao. En fait, comment est-ce qu'on peut faire du cacao durable et qui peut générer de la valeur ajoutée locale? Je me rappelle une fois, j'étais dans une conférence avec le président du Ghana, où genre, le gars même disait nous sommes un des premiers producteurs de cacao au monde, mais on ne produit pas de chocolat. Qui produit le chocolat? C'est la Suisse, qui n'a pas de cacao. Donc, votre barre chocolatée, etc., il faut savoir qu'il y a toute une supply chain. Donc, pour clôturer cette partie-là, la supply chain et l'industrie est très importante à comprendre sur ces éléments-là. Alors, comment réussir notre candidature vis-à-vis du M16? Alors, je n'ai pas compris la question. C'est Abdelrahman Barouki, si tu peux la reformuler après. Je passe les questions au fur et à mesure. Alors, etc. Alors, Fair Trade in Africa, l'emploi durable et les conjonctures. Alors, Fair Trade, c'est un buzzword. Pas tout ce qui est solidaire est fair. Pas tout ce qui est coopératif est fair. Alors, pour vraiment dire que nous sommes dans une logique de commerce équitable dans le vrai sens du terme et dans la logique de Fair Trade, il faut que toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire même le plastique que vous allez utiliser, il faut que ça soit un plastique ou pas de plastique, des choses qui ne soient pas single use. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont banni le plastique à utilisation unique. Donc, on ne peut pas parler de Fair Trade sans parler de chaîne de valeur et chaîne de valeur mondiale. Donc, mon conseil, surtout, pour cette question de Fair Trade, de commerce équitable, commencez par les besoins de vos pays. Et maintenant, on parle beaucoup de substitution à l'import et d'économie alternative. In fine, c'est vraiment répondre aux besoins. Le Covid encore était un exemple parce qu'à un moment, toutes les frontières étaient fermées et le commerce international a été disrupté. Pas arrêté, mais disrupté. Donc, c'est une opportunité pour faire des chaînes de valeur courtes qui polluent moins, qui sont plus inclusives et qui génèrent plus de valeur ajoutée.
Alors, l'entrepreneuriat vers le lancement d'un aire de camping, comment procéder? Jawhar, je n'ai pas compris ta question. Alors, vous avez remarqué que je suis très direct et Mohamed me connaît très bien par rapport à ça. Quand je ne comprends pas quelque chose, je dis. Donc, merci. Alors, une question qui est bien formulée a une réponse qui est formulée. Alors, quels sont les soft skills à développer, surtout dans l'ère de Corona, pour relancer un emploi durable? Alors Sheima, question compliquée. Il faut la diviser en trois rapides. Le soft skills, déjà moi je suis allergique au terme soft skills parce que l'agilité et la flexibilité, c'est tout sauf soft. En fait, c'est plus dur que de pouvoir maîtriser le code. Donc, c'est très important de pouvoir être flexible, être agile. Alors, relancer un emploi durable, again, ça dépendra de ce qu'on veut dire par un emploi durable. Ça dépendra des énergies. Maintenant, beaucoup de pays dans le monde, ils sont en train de réfléchir aux questions du Green Deal. C'est-à-dire comment réfléchir à une économie alternative, à des énergies alternatives, à des produits et des projets alternatifs. Alors, l'agilité est importante, la résilience est importante, la prospective est importante. Et quelque chose de base, moi personnellement, quand je veux recruter, je demande des compétences basiques. Je veux quelqu'un qui sait lire et écrire. Ça peut vous choquer, mais lire et écrire, avec bien sûr, comment on dit, les basic literacy skills, c'est-à-dire savoir utiliser Internet, savoir utiliser Google, machin, c'est des choses qui sont très, 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 très rares à avoir. Donc, apprenez à lire les documents complexes et à les synthétiser et apprenez à écrire dans n'importe quelle langue. Mais il faut au moins maîtriser une langue avec le moins d'erreurs possible. Alors, comment on peut garder cet emploi vert dans le continent africain? Alors, il faut d'abord produire de l'emploi. Une des problématiques de l'Afrique, c'est que il y a de l'emploi qui est décentralisé, on ne produit pas d'emploi. Ou on attend que quelqu'un d'autre, là je mets le on à indéfini, que le crée pour nous. Donc il faut que déjà qu'on ait une industrie de création d'emplois et de maintien d'emplois. Il ne faut pas oublier que le Covid détruit des emplois. Les emplois où les modes de vie vont changer. Et donc, c'est important de faire la distinction entre les deux. L'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat vert, y a-t-il un point commun? L'entrepreneuriat social, c'est la réponse à des besoins. Si c'est des besoins qui sont qui en relation avec l'environnement et l'énergie, on peut les faire entrer. Mais si tu me dis l'entrepreneuriat vert, c'est-à-dire une boîte qui fait de la production énergétique avec aucune inclusion économique et aucun impact, c'est pas l'entrepreneuriat social. Donc les deux termes ne sont pas interchangeables. Donc l'entrepreneuriat social peut inclure des industries vertes, mais pas le contraire. Et pour ces questions, alors Google peut vous répondre mieux que moi. Ça, je le dis encore très, très souvent. Parmi les compétences importantes, c'est de savoir chercher, apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. Pour ce point-là, M. Adil, désolé de vous interrompre, mais les deux premières sessions de Umoja déjà, la première formation tourne autour de l'entrepreneuriat vert en Afrique et la deuxième, c'est purement de l'entrepreneuriat social. Donc, si vous voulez, vous pouvez revisualiser ces enregistrements directement sur notre chaîne YouTube Umoja. Désolé encore une fois. Tu peux peut-être mettre le lien de la chaîne sur le chat, comme ça les gens vont l'avoir. Et donc, oui, donc utiliser les sources qui sont déjà existantes. Alors, on peut avoir, parce que le SDG Framework qui parle de decent jobs. Alors, decent jobs, ça veut dire, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle un revenu minimum. Alors, posez-vous la question, est-ce que le revenu minimum permet à une personne de bien vivre, d'avoir un emploi décent? Il y a peut-être une corrélation, mais il n'y a pas une causation directe. Un emploi décent, durable, c'est un emploi qui permet à la personne d'avoir sa dignité dans le temps. Donc, des choses qui peuvent être de manière récurrente. Ces emplois durables dans le temps, ils peuvent être issus de plusieurs types d'industries. Dans notre contexte ici, on parle d'entrepreneuriat social et d'impact, où c'est des industries dont la valeur sociale est plus grande que la valeur économique, mais tous les deux doivent aller ensemble. Peut-on dire que l'emploi vert est l'emploi qui vise les projets écologiques? Oui, mais attention, vert ne veut pas dire durable.
J'en ai parlé tout à l'heure, toujours faites cette attention-là. Alors, projet écologique, je peux avoir un projet écologique, mais mes surplus ou mes externalités négatives polluent plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Mot de production pour avoir des projets verts, très bien. Il y a une réponse de l'IHAP. Comment peut-on bien lutter pour le droit à un parcours personnalisé, sécurisé d'accès à un emploi d'égalité à la fois durable? Alors, j'ai compris la question, mais ce n'est pas une question de lutter. Alors, dans la vie, vous êtes soit créateur d'emploi ou demandeur d'emploi. Il n'y a pas quelque chose de meilleur. Il nous faut les deux. On a besoin de job creators et de job seekers. Donc, si vous êtes dans une option de création d'emploi ou, comme ce que fait Mohamed et le TCSE, d'accompagner des gens pour créer de l'emploi, ben, le rôle, c'est de donner et de mener d'avoir toutes les conditions pour pouvoir que cette entreprise soit durable. Si une entreprise, et ici entreprise avec un grand E, n'est pas durable, si elle n'a pas un modèle économique durable, ben, il n'y aura pas d'emploi durable. Là, corrélation égale causation, c'est-à-dire il y a une conséquence. Alors, si je suis un demandeur d'emploi, là, ça demande, il y a deux cas. Si je suis Monsieur Adel, juste, s'il vous plaît, votre micro. Voilà. D'accord, très bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je disais hein? Ah oui, c'est bon, je me rappelle. On était. Ah, d'accord. Ah, très bien. Donc, alors, si vous êtes demandeur d'emploi, est-ce que vous êtes demandeur d'emploi à haut niveau, à un niveau moyen ou à un niveau bas? Quand vous êtes à haut niveau, vous pouvez prétendre et aller faire des carrières dans des métiers comme ça. Si vous êtes low skilled dans un environnement très concurrentiel, ben, en fait, le marché est compliqué. Donc, il faut que vous soyez pertinent. Donc, créer de l'emploi pour vous et pour d'autres personnes et contribuer à la création d'emplois dans cette question de transition écologique. Toujours décent, qui garantit la dignité et qui permet aux gens de pouvoir se développer. Alors, je vois que Mohamed a partagé le lien. Alors, pensez-vous que les entités ESS peuvent construire une économie forte qui génère un profit économique intéressant? Alors, déjà, Mohamed me connaît très bien. Je suis personnellement allergique au concept de l'ESS, qui est un concept très franco-français. Je vous conseille de visiter et de voir, de googler en anglais les concepts de social business, les concepts de social entrepreneurship. Maintenant, en France, ils appellent ça les entreprises à mission. Donc, est-ce qu'on peut avoir des social business, des entreprises sociales qui génèrent du profit? Bien sûr, parce que si elles ne génèrent pas du profit, elles ne peuvent pas être durables. Alors, intéressant. Alors, intéressant, c'est un mot compliqué, parce que ça dépend de ton objectif. Je ne pense pas, et de par mon expérience et ce que j'ai vu sur ces 10 dernières années, personne ne se lance dans de l'entrepreneuriat social pour devenir riche. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais s'il n'y a pas de nourriture, tu ne vas pas manger l'argent. Parce qu'il y a une conscience directe sur les problématiques. Mais est-ce qu'il faut y avoir une balance entre modèle économique et impact? Très important. Il y a, par exemple, au Bangladesh, il y a des opérateurs téléphoniques social business. Donc, on sort des trucs machin, faire trade coopératif. Au Maroc, il y a des centres hospitaliers non-profit avec modèle économique durable. Il y a en Tunisie des structures de mobilité qui sont durables. Donc, il faut élargir le contexte. Alors, si Abdelrahman, alors ta question ne concerne pas tout le monde, parce que elle est très relative à toi, donc peut-être on peut en parler à la fin. L'entrepreneuriat social doit garantir l'emploi digne des gens. J'en suis parfaitement convaincu et c'est vraiment une des missions fondamentales qu'on devrait avoir. Ne voyez-vous pas que des multinationales ont le pouvoir de décision plus que le gouvernement si le gouvernement vise un développement durable, lui, ça s'agit en termes d'intérêt? Ben oui, 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 je vois, mais après.
Alors, il y a multinationales et multinationales. Il y a des multinationales comme Unilever qui se sont dotées de missions à impact et qui draftent leur modèle économique. Mais il faut savoir que les multinationales, en général, elles sont gérées par les actionnaires. Après, c'est une question de leadership. Un exemple intéressant, maintenant, quels sont les types de multinationales qui sont les plus regardés actuellement au monde? C'est les labos pharmaceutiques, parce que tout le monde cherche le vaccin du Covid. Les États, avec toute leur puissance, n'ont pas les moyens de chercher. Alors, les principaux laboratoires, ils ont fait quelque chose d'unique au monde, c'est qu'ils se sont mis d'accord que, peut-être pour une fois, qu'ils ne vont pas mettre la pression sur le modèle économique, mais plutôt sur l'efficacité du vaccin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... déjà beaucoup ont rendu public leurs recherches. Alors, imaginez dans un environnement très concurrentiel et que l'efficacité est de prime abord. Alors, quand tu parles des fois de multinationales qui ont la taille de pays, ben, le pays n'a pas de pouvoir de négociation. Surtout si c'est des pays qui ne font qu'importer, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, c'est très important d'avoir des normes qui se respectent. Et donc, la corruption, l'égalité sont des choses qui sont très importantes à avoir. Alors, quelles sont les opportunités d'emploi en Afrique Senda, c'est une question trop générique. Là où il y a un besoin, tu as une opportunité. Est-ce que, alors en Afrique, déjà, c'est 50 pays, donc c'est pas la même chose. Les questions de sécurité alimentaire. Tous les pays d'Afrique ont une carence en termes de sécurité alimentaire. La mobilité, l'infrastructure, l'énergie, tout ça rentre dans les questions de valeur ajoutée. Alors, comment peut-on inclure ces principes dans l'économie capitaliste et quelles sont les étapes d'intégration qui vont venir de cette vision dans 10 ans? Alors, Oussama, je te conseille vraiment de lire toutes les théories sur le social business et sur le new economy. Il faut savoir que ça, juste pour nous, c'est nouveau. Mais c'est des sujets qui sont d'actualité dans beaucoup de pays au monde sur au moins 20 ans. 20 ans. En Europe, en 2008, ça veut dire il y a 10 ans, ces questions-là ont commencé à se poser lors de la crise financière. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des modes d'action participatifs. C'est-à-dire, il faut avoir de la réglementation qui permet de mettre que la planète de les citoyens soit en premier le bénéficiaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup de pays, en fait, il y a des intérêts, il y a de la corruption, il y a des lobbies, etc. Et donc, c'est très important de pouvoir mettre toutes les questions dans l'échiquier, d'avoir de la positive philanthropy, d'avoir des cadres qui permettent de pouvoir investir et de développer des projets à fort impact. Et donc, tout ça, il y a aussi un classement que je vous conseille de lire, c'est les Best Countries to Become a Social Entrepreneur. Donc, tu as en premier lieu, tu as Hong Kong, tu as Singapour, tu as la Corée, tu as la Finlande, tu as le Canada. Et alors, tous ces pays-là sont tous sauf des pays quote-unquote pauvres. Donc, c'est vraiment des modèles à voir. Excusez-moi. Il y a Mohamed qui me prépare les blabs après, n'est-ce pas? Alors, quels sont les domaines les plus concernés par la création d'emplois durables? J'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. Comment peut-on, nous, jeunes, non employés ou récemment employés, agir pour contribuer à une transition économique? Alors déjà, si vous êtes jeune, non employé, votre première responsabilité, c'est vous-même. C'est-à-dire, c'est de développer vos compétences. Faites des stages, faites des missions de volontariat pour développer vos compétences pour être employable. En plus, vous pouvez toujours donner à quelqu'un d'autre, donner du temps, de l'accompagnement, du mentoring. Alors, si vous êtes employé, ben, je vous dirais, ben, s'il vous plaît, investissez chez d'autres gens. Si tu gagnes, je ne sais quoi, je ne sais pas les pays, si tu gagnes en dinar ou en dirham ou en franc CFA ou je ne sais quoi,
ben, tu te dis, moi, je gagne, je ne sais pas, 500 dinars ou 1000 dirhams ou je ne sais quoi, ben, je dis, je vais mettre à côté 100 dirhams ou 10 dinars par mois pour pouvoir investir dans un projet qui crée de l'impact. En gros, tout le monde a un rôle. Il ne faut pas dire surtout que, premièrement, c'est juste pour ceux qui ont de l'argent. Deuxièmement, c'est juste pour ceux qui ont des relations. Alors, complètement faux. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, donc je peux vous dire, j'ai presque tout vu. Et je suis profondément convaincu que ceux qui pensent non pas, c'est eux qui ont le plus, qui peuvent donner le plus et qui donnent le plus. Donc, c'est une question aussi de mobilisation de richesse. Alors, est-ce que le Rwanda est un pays prometteur? Effectivement. Alors, le Rwanda est très intéressant parce que c'est un pays, j'ai eu l'occasion de le visiter, où cet esprit d'innovation et de confiance est en fait partout. Tu peux le voir dans le bus, dans le taxi, dans une start-up. Et donc, pour deux raisons. Première raison, en fait, il y a une vision progressive. Et une deuxième raison, qu'il n'y a pas une peur à essayer. Donc, essayer. C'est pour ça que il y a beaucoup de projets de multinationales, etc., qui ont fait du Rwanda un one-stop shop. Et donc, c'est important d'avoir un mode de gouvernance ouvert avec des opportunités de création pour que le projet puisse fonctionner. Et bien sûr, tout dépend de l'entrepreneur et de la patience des gens. Alors, Frédéric, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut faire de l'emploi durable dans tous les secteurs. L'emploi durable n'est pas juste question d'entrepreneuriat vert, pas du tout. On peut avoir de l'emploi durable décent dans tout. Commencez par vos propres besoins. Besoins. Alors, quel est le pays au monde d'Afrique qui a le mieux développé des emplois durables dans quel secteur? Honnêtement, je ne peux pas te répondre parce que il n'y a pas de statistiques. Again, les emplois durables, c'est dans tous les domaines. Et bien sûr, Corona, il ne faut pas oublier que Corona est un equalizer, c'est-à-dire que tous les projets en Inde qui faisaient de la télémédecine, maintenant, ils sont en croissance. Et donc, il faut vraiment sortir d'une logique, je dirais, littérale de qui fait, mais plutôt comment développer ces logiques d'impact et cette logique de création de richesse qui peut créer et in fine, avoir de la valeur ajoutée. Donc, vraiment, pour moi, mon message principal aujourd'hui, c'est pour pouvoir créer des emplois durables, il vous faut des modèles économiques durables. Pour pouvoir avoir des modèles économiques durables, il y a une part de votre responsabilité et il y a une part de la responsabilité de l'écosystème. Donc, et la vie est un marché, donc des fois les choses peuvent fonctionner dans un endroit et peuvent ne pas fonctionner ailleurs. Mais n'apprenez pas ce que je vous dis. Mon challenge, c'est que vous réfléchissiez à dire, OK, quel est le modèle économique qui me permettra de pouvoir fonctionner? Là, actuellement, je viens de voir un truc sur Twitter ce matin, que les boîtes type Dell et Lenovo, maintenant, n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, parce qu'il y a trop de demandes. Donc, et des pays comme le Maroc avait ça il y a 10 ans, mais il a arrêté, mais comme d'autres, le Rwanda, etc., avoir une industrie technologique fair de production d'infrastructures permettra. En Afrique et dans beaucoup de pays, on n'a pas besoin d'acheter un Mac juste pour faire un truc, je ne sais pas, qui ne nécessite pas de la valeur ajoutée. Et donc, ça peut être un domaine qui crée de la valeur. Alors, quelles sont les caractéristiques ou les bases que doit avoir une entreprise débutante? Alors, l'entreprise débutante doit vraiment avoir un modèle économique. Parce que le domaine agricole, ça veut tout dire et rien dire. Alors, un modèle économique pour pouvoir passer à l'échelle. Moi, j'accompagne beaucoup de projets. Je peux vous dire que la quasi-majorité n'arrive pas à se développer. Parce que soit il y a une problématique d'accès au marché, soit parce que en fait, les fondateurs, il faut qu'ils gagnent leur vie, donc ils ne peuvent pas atteindre. Et donc, votre doit être votre client. Vendre. Parce que quand tu peux vendre, tu peux générer du profit. Et quand tu peux générer du profit, tu peux décider d'en redistribuer ou pas. Mais si tu n'as pas de profit, tu n'as rien du tout.
Alors, comment l'Afrique peut se libérer des griffes de dépendance pour une imitation des... Bah, comment l'Afrique, Mustapha, je ne sais pas où tu es, mais bah, commence chez toi. Commence chez toi, fais du plaidoyer, développe des solutions intermédiaires, montre que ces trucs fonctionnent, utilise les réseaux sociaux et fais du lobbying avec tes parlementaires, ton gouvernement, tes entreprises, etc., pour leur dire bah, bonjour, je suis là. On ne peut pas attendre que des fois, genre, tu as des pays comme le Ghana ou autres qui ont se dit, qui se sont dit, nous, on va faire une politique pro-africaine, mais c'est tout un système. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un le fasse. Donc, pour moi, c'est d'abord faire vos preuves et faire beaucoup de bruit pour que vous fassiez entendre. Alors, comment encourager les étudiants à entreprendre dans les projets verts, notamment dans le domaine de la santé alors, bah, déjà, moi, je pense que pour que tu sois encouragé, il faut que tu sois intéressé par un sujet. Que tu puisses. Il y a beaucoup de programmes comme Enactus et d'autres qui permettent aux étudiants de pouvoir tester. Moi, j'encourage les gens à tester, à prendre connaissance, parce que ça peut marcher la première fois, ça peut pas marcher ou pas, et donc on peut y aller de manière successive. Et donc, mais sortez de la logique classique de il faut que j'ai un business plan pour que ça puisse fonctionner. Parce que alors si le corona a démontré quelque chose, que le business plan ne sert à rien. Donc, tester une logique prototypage et une logique de création. Ibrahim, il n'y a pas de secteur émergent qui peut garantir parce que rien n'est garanti. Tout est agile. Le contre-exemple de ta question, c'est en novembre dernier, qui aurait pu croire que l'aviation mondiale, qui était un secteur en pleine expansion, allait s'arrêter. La seule garantie, c'est l'agilité. L'agilité. Je vais le dire et le redire 1 million de fois. Le Airbnb, qui était le fleuron de ce qu'on appelle l'économie de partage et l'économie sharing economy, Airbnb, maintenant, ils sont dans une situation très désastreuse parce que tout leur modèle économique tombe à l'eau. Donc, attention. Oui, Rania, je suis d'accord avec toi, à 100%. Ok, alors comment peut-on développer un modèle économique robuste? Déjà, il faut tester. Il faut passer à l'action rapidement. Déjà, il faut commencer à avoir un projet. Si tu n'as pas de projet, il faut le faire. Et ça, en fait, c'est le marché qui te montrera. Moi, par exemple, je gérais une organisation. On peut dire qu'on avait un modèle économique robuste, mais avec le Covid, tout a changé parce que les priorités changent. Donc, le mot-clé du modèle économique robuste, c'est l'agilité. Et ça va aussi avec des pays. Des pays qui dépendaient que du tourisme, mais en fait, quand il n'y a pas de tourisme, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes. Exactement, Nawal. Il ne faut jamais faire de copier-coller. Tu ne peux pas dire que ça marche là-bas, ça va marcher ici. Les variables politiques sont différentes. Les variables culturelles sont différentes. Et justement, l'agilité, c'est le fait de dire que pouvoir. Alors, chez moi, j'ai lancé il y a 4 ans une plateforme de prévente, crowdfunding, machin, comme une plateforme existante qui s'appelle Kickstarter. Alors, Kickstarter, ça cartonne aux États-Unis parce que les gens, déjà, paient en ligne et ça ne les dérange pas de soutenir un projet qu'ils ne connaissent pas. Au Maroc, ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est très, très important de vraiment d'adapter et d'avoir de la résilience. Robuste et agile, est-ce qu'on peut gérer notre entreprise et être installé dans notre boîte? Alors, Oumaima, ma recommandation, you have to focus. Si tu veux que ton projet grandisse, il faut que tu sois focus. Tu ne peux pas avoir les pieds partout. Parce que si tu as les pieds partout, il y a quelque chose, something's gotta give. Il y a quelque chose qui va pouvoir zapper. Alors, Saliha, il n'y a pas de modèle économique qui existe. Tu regardes les entreprises, regarde Kickstarter, regarde Kiva, regarde Airbnb, regarde Danone Business, Grameen Food, regarde Sénégal, laiterie du Berger, regarde. En fait, ça dépend des secteurs. Regardez, cherchez dans les secteurs. Dites OK, cherchez sur Google. Mettez Energy Projects in Africa Sustainable, Startups. Mettez des mots-clés
et regardez ce que vous allez sortir. Vous pouvez voir aussi des sites comme Ashoka a des bases de données. Ashoka, il y a une base de données d'entrepreneurs sociaux. Le Scroll Forum a des bases de données. Donc tout ça, vous allez voir. Mais bien sûr, tout change de manière continue. Et donc vraiment mon point de départ, c'est faites attention que le Covid, il va détruire les emplois. C'est sûr. Alors, Zelig est un excellent modèle d'entreprise qui montre ses preuves. Je vais laisser Saifeddine parce que je ne sais pas ce que je l'ai fait depuis le temps. Il n'y a qu'à Saifeddine. Donc, mais les projets en amorçage, c'est surtout les projets qui nécessitent de l'investissement sont très compliqués et c'est pas forcément une chose simple à faire. Alors, ok. Attention, lucrativité limitée est un concept franco-français. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a des modèles de redistribution de revenus. Par exemple, les modèles social business que prône Mohamed Yunus, c'est des modèles où il n'y a pas de dividende. Dividend free. Il y a des modèles autres où il y a une redistribution du capital. Donc attention, les termes la gouvernance participative et lucrativité limitée, deux choses, il faut les prendre avec des pincettes. Et quand vous cherchez, s'il vous plaît, ne cherchez pas qu'en français. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question sur les compétences, les langues, parce que ça vous permettra d'élargir votre perspective. Donc voilà, j'ai enchaîné une quarantaine de questions. Oui, Monsieur Adden, ce que j'ai constaté déjà, que même les participants ont profité de votre présence et votre expertise et ils ont directement, ils vous ont posé des questions et vous avez répondu à la plupart des questions, même si les questions que j'ai vues, c'est à propos de tout ce qui est entrepreneuriat vert, l'entrepreneuriat social et tout ça. Et moi, je vais juste, j'ai une question, une simple question, comment vous définissez l'emploi durable? Et en second lieu, c'est quoi la situation de l'emploi durable en Afrique? Alors, j'ai déjà répondu à la question, Mohamed, à deux reprises. Que premièrement, l'emploi durable, ce n'est pas l'emploi vert. L'emploi durable, c'est un emploi qui garantit deux choses. Un emploi décent et de la dignité, et qui peut être dans n'importe quel secteur. Ça peut être dans la technologie, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans l'éducation. Donc, c'est des corrélations très importantes. Alors, Jawhar, le modèle ESS franco-français, attention, la loi 2014 en France a ouvert les portes. Parce qu'en France, maintenant, tu as beaucoup de choses. Tu as l'économie impact, tu as l'économie positive, et tu as… Alors, même en Italie. Donc, mais c'est le monde, il y a une centaine de pays. Et donc, mais vraiment, l'idée importante, c'est que quand on parle de création d'emplois, il faut qu'il soit adossé. Je ne peux pas dire parce que beaucoup de pays te disent je crée de l'emploi, c'est bien, mais l'emploi, il faut que ça soit décent. Parce que si c'est de l'emploi qui n'est pas décent, qui ne permet pas de garantir la dignité des gens, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Je vois qu'il y a trop de nouvelles questions qui sont sorties. Alors, si quelqu'un peut gérer le salarié et l'entrepreneuriat, Sahar, moi, je te conseille pas. Je te conseille pas, surtout en phase de lancement. En phase de lancement. Ça dépend de tes priorités. Faire deux choses en lancement, je ne te conseille pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu arriver à gérer deux choses, surtout dans un projet en lancement. Alors, quelles sont les institutions qui soutiennent des projets vers, notamment dans le domaine d'éducation et technologie? Hasna, tu vas me détester, mais Google va répondre mieux à tes questions. Ça dépend des pays. Tu as des pays qui ont comme en Tunisie, il y a des pays, il y a des projets sur l'emploi vert, il y a des pays sur la technologie, sur l'éducation. Il n'y a pas de truc standard. Il n'y a pas de standard.
chercher dans plusieurs langues, et bien sûr, même soutenir des projets, ça dépend. Est-ce que c'est des projets start-up? Alors, il faut que ça soit des prototypes, pas juste des idées, ça dépend, il y a beaucoup de variables. Ce n'est pas un one size fit all. Alors, dignité, j'ai fait tout à l'heure, quand je parle de dignité, j'ai fait la différence entre salaire minimum et un salaire décent. Dans beaucoup de pays, alors je posais la question à Mohamed, parce que c'est lui qui peut me parler. C'est quoi le salaire minimum fi Tunis, officiel? Je ne suis pas sûr exact du chiffre exact, mais alentour de 400 dinars. À propos, 150 euros, 170 euros. Ok, 400 dinars. Alors 400 dinars, qu'est-ce que ça peut te faire à Tunis, 400 dinars? Payer le loyer de l'appartement. Et, Et c'est tout. Et c'est fini. et c'est tout. Est-ce que tu peux gérer une famille, faire des choses avec 400 dinars? Non, non, Non. impossible. Et donc C'est- ça, c'est un exemple. Parce que beaucoup de gens font la confusion entre revenu minimal et salaire décent. C'est pour ça que c'est important de l'assimiler à l'inflation. C'est-à-dire, OK, on va revenir à Tunis parce que Mohamed est devant moi. À Tunis, ou là à Mahdi, on va en faire les deux cas. C'est quoi le salaire minimum qu'il faut avoir pour bien vivre à Mahdia? Mahdia, pour un couple ou bien pour une personne Les deux, célibataire? les deux, les deux. Pour un couple, je pense qu'il faut avoir minimum de 1200 dinars, c'est bien, à Mahdia. À Tunis, il faut avoir un salaire ou bien un revenu pour un couple alentour de 2000 dinars minimum pour avoir une vie modeste avec les charges minimales et tout ça, transport, achat de fournitures, etc. Ouais. Merci. Alors, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qu'il faut avoir en tête. Quand quelqu'un vient me dire, moi j'ai un projet, mon produit est pas cher, je lui dis, est-ce que tu as compté les salaires? Il me dit, oui, oui, j'ai compté le salaire de la production. Est-ce que tu as compté tous les salaires? Et tu te rappelles, Mohamed, on a eu la conversation plusieurs fois. Alors, si vous voulez gagner des emplois décents dans votre business, ben, le salaire que vous devez donner, ce n'est pas le salaire minimum, mais c'est le salaire dont Mohamed vient de me parler. Et sur cette base que vous allez mettre votre format initial. Moi, dans mon organisation, on ne sait pas notre salaire minimum, nous ne sommes pas alignés à la réglementation. Parce que pour l'équivalent de 200 euros, nous permet de rien faire. C'est parce que tu ne peux même pas payer ton loyer, ça te permet à rien faire. Et donc, on a fait toute une grille de salaire qui se base sur le minimum décent, pas le minimum légal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et donc, deuxième niveau, la dignité. Alors, la dignité, c'est les conditions de travail. Ben, les questions de respect, les questions de transparence. Tout ça fait partie de good growth and decent jobs. Donc, attention, decent jobs, ce n'est pas juste salaire minimum. Alors, c'est pour ça que beaucoup de multinationales, pourquoi ils viennent dans des pays pour faire de l'outsourcing ou faire de l'externalisation, parce que les salaires sont pas chers. Est-ce que ça garantit un salaire décent? Pas vraiment. Ça va? Est-ce que vous avez vu un petit peu la différence? Donc, résumé, les salaires décents ne sont pas, décents / durables, ne sont pas uniquement dans un secteur donné. Comme a dit tout à l'heure Mohamed, ce n'est pas juste dans le vert. Ça peut être dans tous les domaines. Deuxièmement, le modèle économique doit se baser sur les conditions de travail et les conditions de vie pour répondre aux besoins. Alors, par exemple, dans beaucoup de pays, une des problématiques des salaires minimums, c'est qu'en général, c'est un salaire minimum national. Ce n'est pas un salaire minimum régional. Et ça pourrait être un facteur de compétitivité. Parce que alors 500 dinars à Mahdiya, est-ce que c'est bien, Mohamed?
Ah, Par ouais. rapport à Tunis, parce que le minimum, Non, c'est non, 4 mois. c'est vraiment tellement, il y a une différence entre les villes même, pas seulement sur la capitale et d'autres villes. Il y a toute une différence. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, raisonner de manière systémique pour que le projet puisse avoir de bonnes bases. Ça va? Donc, juste une question qui peut résumer tout de Monsieur Younes. En gros, quels sont les critères à respecter en créant un emploi durable? On a dit les salaires, ça peut être les conditions de vie, les conditions Du des travail. salariés ou bien des collaborateurs et Bah, déjà, ces trois choses-là, c'est le valeur, si tu veux, c'est les composantes initiales. C'est-à-dire le monétaire, l'environnement, c'est-à-dire l'environnement, les conditions, etc., et le psychologique, le psychologique social. Alors, après, on peut rentrer dans d'autres questions sur les questions d'épanouissement, de well-being et tout. Alors, la Nouvelle-Zélande est un très bon exemple sur la question du bien-être comme priorité nationale. Parce que tu peux avoir un bon salaire, Mohamed, mais tu peux avoir une vie malheureuse, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faut vraiment voir ce qui se passe au Japon, en Corée et tout, parce que le mode de vie est très excessif, que les gens se suicident parce qu'il n'y a pas un certain type de balance. Donc la fameuse work-life balance. Donc c'est des choses qui sont multimodales. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ça va les amis? Alors, une idée sur mon parcours professionnel, Senda, tu peux me faire une recherche rapide. J'ai un LinkedIn qui est très détaillé et tu auras tous les détails. Et c'est pas parce que je suis pas modeste, mais c'est juste parce que on est pratique. Mohamed, tu es d'accord? oui, je suis tout à fait d'accord. Dini, descend et durabilité. C'est toute une philosophie. C'est une équation difficile à résoudre, dit Folla Ibrahim. Exactement. Ben justement, c'est ce qui rend le social compliqué. Parce il faut faire tout ça avec toutes les contraintes de marché, toutes les contraintes environnementales. Donc ce n'est pas tu vois, un truc rapide. Donc c'est pour ça que les gens qui font de l'entrepreneuriat social, c'est des gens qui sont très militants parce que c'est des gens qui sont obsédés par leur contexte et par améliorer les conditions de vie des gens avec qui ils travaillent, que ce soit des artisans, des salariés ou autres. Voilà, il nous reste. Je dois quitter à 16h00, donc il reste encore 5 minutes. D'accord. Une question qui vient de me poser directement. L'emploi durable intrapreneuriat. Ben, l'intrapreneuriat, c'est d'avoir un esprit entrepreneurial au sein d'une boîte existante. C'est ça. Emploi durable, c'est comme on vient de le définir. Ça, c'est le dessin et tout. Donc, en fait, il n'y a pas de relation entre les deux termes. C'est des termes qui sont complètement différents. Il n'y a pas de. Si tu as une boîte qui fait de l'entrepreneuriat, donc de facto, elle fait de l'emploi descend, parce qu'ils réfléchissent à ça. Ça va, les amis? D'autres. Alors, je pense qu'il y a deux questions qui viennent de sortir. Oui, oui, oui. Alors, comment faire installer le concept de l'emploi durable dans le sens d'une société telle que la nôtre? Ben, Samia, c'est ton travail. Fais un projet qui fait ça. Lead by example. C'est vraiment, c'est personne d'autre qui va faire ça à ta place. Très bien. Donc, bon, je peux partager mes contacts. Mohamed peut me chercher sur LinkedIn, etc. Avec, Marhaba bihoum, tout le monde est bienvenu quand vous voulez. Hein. avec plaisir. Donc, merci beaucoup, Monsieur Adnan. Merci vraiment pour ce partage.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses sur nos questions. Merci encore une fois et un grand merci à M. Adnan. On espère bien que vous allez rencontrer encore une fois tous nos participants et j'invite même nos participants à vous contacter ou bien à participer à des événements où vous vous trouvez M. Adnan Adioui. Il est partout, donc ouais, n'hésitez pas à nous suivre. Mohamed, on se connaît depuis, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, etc. C'est la première fois que tu me dis Monsieur Adnan. J'ai pas fait attention, mais c'est. Ouais. Monsieur Adel, encore une fois, vous êtes notre maître. Vous êtes notre inspiré. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adel. Donc, pour nous, nos chers participants, nous allons juste continuer avec quelques. Je vais essayer de partager avec vous les coordonnées de Monsieur Adnan Adioui. Il est réactif aux emails surtout. N'hésitez pas à lui envoyer des demandes ou bien des questions, etc. Je sais qu'il est trop occupé. Il est trop occupé, peut-être à cause de la situation sanitaire de tout le monde. Peut-être qu'il est installé maintenant au Maroc. Donc, il peut trouver quelques moments pour vous répondre à toutes vos questions. On a donc il a toutes les questions. Je pense qu'on a répondu. Même s'il vous plaît, si vous trouvez des questions où vous n'avez pas trouvé une réponse, donc n'hésitez pas à nous envoyer, n'hésitez pas à nous adresser ces questions-là à l'équipe de Umoja et on essayera de répondre dans la mesure du possible. Donc, je vais essayer de partager vos questions. Une dernière chose, c'est juste la prochaine étape de notre programme Umoja. Ça sera une autre formation, bien sûr, le mercredi prochain. C'est sur la thématique comment vendre son produit sur le marché africain. Donc, on sait, tout le monde, on sait que c'est un énorme marché, c'est un énorme potentiel, le marché africain, qu'il est mal exploité par nous. On est en train de ne pas nous adresser vraiment en ne nous donnant pas aucun intérêt presque, ou bien un intérêt qui n'est pas valorisé, ou de s'adresser au marché africain parce on pense que c'est un futur de collaborer entre tous ces pays, etc. Donc, nous savons tous que c'est un énorme potentiel. Donc, dans cet atelier-là, on va discuter quelles sont les stratégies, les pratiques afin de profiter de ce marché, comment y accéder, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont toutes les questions à propos du marché africain. Donc, je vous invite dès maintenant de nous suivre et de vous inscrire sur le prochain atelier. La formation, comme j'ai dit, est planifiée pour le 14 octobre à 15 h, même heure. Donc, et vous allez recevoir, bien sûr, comme d'habitude, des emails de confirmation suite à votre inscrit et pour la participation. Je veux juste vous rappeler, je pense que Saïf me donne le signal que c'est le moment il faut juste que vous nous envoyiez vos noms, prénoms complets, donc le nom et le prénom, juste pour que l'équipe recueille d'où les listes des participants qui ont pu suivre toute la formation de Adnan Adioui et vous allez recevoir, bien sûr, une attestation de participation. Saïf, j'attends ton signal. Est-ce que c'est bon? On est d'accord? On est OK? Donc, au nom de TCSI, j'élige Monsieur Adnan et ainsi que toute l'équipe organisatrice du projet Umoja. Je vous remercie infiniment de suivre et que vous avez nous joindre sur cet atelier et d'avoir pris le temps de suivre notre formation. Vraiment, on reçoit énormément de feedback positif sur tout ce qui se passe maintenant sur le projet Umoja. On en reçoit énormément de feedback, de commentaires. N'hésitez pas à partager vos avis avec nous, soit directement sur les pages, soit sur nos adresses email, etc. Donc, j'espère que ça va vous aider, ce qu'on est en train de faire maintenant dans votre vie professionnelle, personnelle, dans le futur. On essaye de vous appuyer et donner des choses qui sont inspirantes. Je vous rappelle de ne pas oublier de nous envoyer vos noms et prénoms.
N'hésitez pas à suivre notre programme du projet Umoja sur la page Facebook, sur YouTube, même contactez-nous sur nos boîtes mail, etc. Et il me reste à dire que je vous espère une bonne fin de journée et à la prochaine.